Bienvenue. C'est quand même fascinant, non? On passe notre vie à utiliser de l'argent sans jamais vraiment comprendre comment ça marche. Je parle pas de la définition qu'on trouve dans les manuels, hein. Non, non, je parle du vrai système, de cette architecture invisible qui décide si on va galérer ou si on va être tranquille financièrement. La question, c'est donc celle-là. Et si on était en train de jouer à un jeu sans en connaître les vraies règles? C'est exactement ce qui se passe pour la plupart d'entre nous avec l'argent. Mais là, tout de suite, on va lever le voile sur ces règles un peu cachées. Bon, alors c'est quoi l'argent? La réponse qu'on nous sert tout le temps, c'est que c'est un moyen d'échange, une unité de compte et une réserve de valeur. Techniquement, c'est vrai, bien sûr. C'est la version officielle. Mais voilà le truc, ça, c'est à peine la surface. La vérité, elle est beaucoup plus profonde, et elle a le pouvoir de changer complètement notre façon de voir notre propre situation financière. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Première section, la grande illusion monétaire. Et c'est là qu'on va commencer à remettre en question à peu près tout ce qu'on pensait savoir sur l'argent. En réalité, l'argent, c'est juste de la confiance. C'est un accord collectif, un pacte qui donne de la valeur à du papier ou à des chiffres sur un écran, qui sinon ne vaudraient absolument rien. Réfléchissons-y 2 secondes. Un billet de 20 euros, en soi, ça n'a aucune valeur. Ça vaut 20 euros uniquement parce qu'on est tous d'accord pour y croire. Et ça nous amène à une idée vraiment cruciale. Un salaire, ce n'est pas de la richesse. C'est une promesse de richesse, une créance. Si demain matin, tout le monde se réveille et décide que l'euro ne vaut plus rien, eh bien, il ne vaudra plus rien. Le système ne tient que là-dessus. Bon, maintenant, voyons comment ce système s'auto-alimente. On entre dans la salle des machines. Voici le moteur de la dette. C'est le cœur nucléaire de la création monétaire dans notre économie. Comment l'argent est créé? Oubliez l'image de la planche à billets. La réalité est bien plus bizarre. Ça s'appelle le système de réserve fractionnaire. Imaginez, quelqu'un dépose 1000 euros à la banque. La banque, elle, en garde une toute petite partie, disons 100 euros, et elle prête le reste, les 900 euros. Et là, attention, tour de magie, ce prêt de 900 euros vient de créer numériquement 900 euros qui n'existaient pas une seconde avant. Voilà de l'argent créé à partir d'une dette. Ce qui nous amène à cette citation qui est assez folle. Une énorme partie de l'argent n'existe que parce que quelqu'un, quelque part, est en train de payer des intérêts sur un prêt. Ça vaut le coup de s'arrêter une seconde là-dessus. L'argent qu'on a sur notre compte, notre salaire, une grosse partie en fait, c'est la dette de quelqu'un d'autre. Et c'est là que ça devient vertigineux. Le système a un besoin vital de cette dette pour survivre. C'est une obligation. Pourquoi? À cause des intérêts. Si une banque prête 1 million, elle demande à être remboursée plus que ce million. Mais d'où vient cet argent en plus? Eh bien, il doit être créé par de nouveaux prêts, donc par encore plus de dettes. Ce n'est pas un bug du système, c'est son moteur. Ok, mais concrètement, ça veut dire quoi pour nous au quotidien? C'est le sujet de notre troisième partie, piégé par conception. Comment est-ce que cette mécanique nous affecte au plus profond de nous-mêmes? Pour que ce soit bien concret, regardons ce chiffre. La dette moyenne d'un foyer américain, c'est plus de 154 000 $. C'est un chiffre monstrueux qui montre à quel point on a banalisé la dette. Et le pire dans tout ça, c'est que la plupart des gens sont persuadés que c'est de leur faute. Et ça, ce n'est pas un hasard. Le système, en fait, il s'appuie sur des leviers psychologiques super puissants. D'abord, l'effet de statut. On nous pousse à consommer pour montrer qu'on a réussi. Ensuite, on est littéralement entraîné à désirer, par la pub, la culture, des choses dont on n'a pas besoin. Et le plus malin, c'est la dette vue comme une machine à voyager dans le temps. Elle donne le sentiment d'être riche aujourd'hui, quitte à le payer pendant des décennies. Le résultat est assez glaçant et cette citation le résume parfaitement. Les gens endettés sont prévisibles et contrôlables. C'est simple, quand on a des dettes, on évite de prendre des risques. On ne quitte pas ce boulot qu'on déteste, on ne lance pas son projet, on est coincé. Pas par des chaînes en fer, non, mais par les chaînes dorées du confort et du crédit. Mais alors, comment font ceux qui ont tout compris pour s'en sortir? Ça nous amène à la quatrième section, et là, c'est une vraie révélation. Tout le monde ne joue pas au même jeu. En réalité, il y a 2 jeux différents. Et voilà la différence fondamentale. La personne moyenne, elle emprunte pour consommer. La voiture, les vacances, sa dette augmente, mais ses actifs, eux, ne bougent pas. C'est le chemin vers l'asservissement. À l'inverse, les plus aisés empruntent pour investir. Dans l'immobilier, dans des entreprises. Leur dette augmente, oui, mais leurs actifs augmentent encore plus vite. Et ça, c'est le chemin vers l'enrichissement. Et ce n'est pas tout. Le système est fait pour accentuer cette différence. Souvent, les plus riches obtiennent des avantages fiscaux sur les intérêts qu'ils payent pour leurs investissements. C'est le même outil, la dette, mais utilisé de 2 manières totalement opposées, avec des règles du jeu qui favorisent un camp au détriment de l'autre. Bon, alors, on fait quoi avec tout ça? C'est la question essentielle. Et c'est le sujet de notre dernière section.
Connaître les règles change tout. Il ne s'agit pas de trouver une formule magique, mais vraiment d'adopter une nouvelle perspective. Soyons clairs, comprendre comment le système fonctionne ne va pas nous en libérer d'un coup de baguette magique. Ce n'est pas une pilule miracle. Mais c'est le premier pas, l'étape la plus importante en fait, pour commencer à jouer différemment. Le vrai pouvoir de cette connaissance, il est là. On peut arrêter de se blâmer. Quand on comprend que le jeu est truqué dès le départ, on arrête de se sentir coupable de ne pas gagner. Et rien que ça, ce changement de perspective, c'est énorme, c'est libérateur. Une fois qu'on se libère de cette culpabilité, on peut commencer à faire des choix différents. Choisir de ne plus jouer le jeu des apparences, de ne plus chercher à montrer une richesse qu'on n'a pas, choisir d'arrêter de consommer ce qu'on ne peut pas vraiment se payer. Le but, ce n'est pas de sortir du système, c'est impossible. Le but, c'est de construire une vie où l'argent redevient ce qu'il aurait toujours dû être, un outil à notre service, et pas l'inverse. Alors voilà, maintenant on connaît les vraies règles du jeu. La question finale, la seule qui compte vraiment, c'est quel sera le prochain coup? La réponse, elle appartient à chacun.